Cyril Putman, vous êtes galeriste et vous publiez Quelle mouche l'a piqué chez Flammarion. Alors, de quoi il s'agit exactement? Il faut vous expliquer. En fait, au départ, c'était des chroniques que je faisais à la radio à Arles. Et quand est arrivée l'histoire de la banane de Maurizio Catalan à Miami, où je me suis rendu compte que finalement, on ne parlait que d'art que quand ça devenait extrêmement méprisant pour le grand public, c'est-à-dire que vous sortez de votre RER avec votre masque, vous allumez les infos et vous voyez que la banane, elle vaut 130 000, et puis qu'il y a un mec qui a mordu dedans, donc elle passe à 200 000. Je veux dire, ça devient absolument indigeste, je veux dire. Et donc, vous vous êtes amusé à caractériser tous les artistes renommés des 60 dernières années et d'expliquer leurs spécificités à chacun. Alors, par exemple, on va en voir quelques-uns ensemble. Jean-Michel Basquiat. Il y a d'ailleurs à chaque fois une œuvre qui a été réinterprétée. On voit celle-ci de Basquiat derrière moi. Basquiat, pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut expliquer aux gens pour leur dire pourquoi Basquiat, enfin, plutôt, si je reprends votre formule, quelle mouche l'a piqué? Si vous voulez, Basquiat, c'est un exemple super personnel parce que moi, je vivais à New York entre 82 et 86. On a été très, 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 très amis. Et je peux vous dire que quand on passait un moment dans son atelier, si on s'était regardé en disant qu'un jour, il y aura un tableau qui ferait 110 millions, je vous promets que ça aurait ricané sec. C'est-à-dire que tout ça est devenu très fou, quoi. Et en fait, l'idée de ce livre, déjà, j'ai beaucoup aimé l'idée qu'a eu cet illustrateur merveilleux qui s'appelle Luca Koskun, qui a redessiné toutes les œuvres, y compris les photos, ce qui est assez marrant. Et vraiment, c'était une espèce... L'idée, c'est vraiment de dire, dans les médias, on ne parle d'art que quand il y a des artistes qui couvrent des poussins qui naissent au Palais de Tokyo. Alors là, il y a le JT qui arrive en courant. On n'est que dans un système où les institutions ont tellement peu de moyens qu'elles sont obligées de lever des sommes folles tous les mois, comme le Palais de Tokyo, par exemple, et qui, du coup, les obligent à présenter des gens qui déclenchent le journal de 20 heures. C'est-à-dire le Canadien qui a couvé 26 œufs pendant 26 jours et qu'il y a 9 poussins qui naissent, je vous garantis que le JT arrive en courant. Oui, mais alors justement, donc c'est pas pour les bonnes raisons. Il y en a un qui figure dans votre livre, c'est Ben. Il était dans cette émission il n'y a pas très longtemps. Et Ben lui-même a passé quasiment sa vie, voilà, un Ben réinterprété, c'est-à-dire c'est quasiment la même chose qu'un Ben. Et Ben a passé sa vie, lui aussi, à essayer de classer les artistes par spécialité, lui, ce qu'il appelle leur ego. Leur ego. Oui. Alors, Ben, ce qui est très injuste aussi, dans la même série que Maurizio Catalan, c'est que comme Ben a tout à coup créé cette espèce de ligne de rentrée des classes où tous les cahiers, il y a écrit ceci est un cahier. Oui, c'est les produits dérivés. Du merchandising. Et malheureusement, si on le regarde que par cet angle-là, c'est d'une grande tristesse parce que c'est un très grand artiste. C'est un artiste qui a appartenu à un mouvement qui est un des mouvements assez extraordinaires, d'une complexité folle qui s'appelle Fluxus. Et une fois de plus, tout à coup, enfin, si vous voulez, l'idée de ce livre, c'est vraiment de réconcilier le public avec l'art. C'est-à-dire que tout à coup, les gens voient une œuvre et au lieu de voir le prix de l'œuvre, eh bien, ils voient que c'est un type normal, comme Bertrand Lavier, qui était le fils d'un
d'un notaire qui a très bien réussi en Bourgogne et qui décide de faire l'école horticole. Et tous les jours, il passe devant chez Daniel Templon. Et la 18e fois où il passe, il comprend qu'il est artiste. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais il y a Louise Bourgeois qui figure évidemment parmi les artistes. Elle est célèbre pour ses araignées. Et vous dites qu'en fait, ces araignées, c'est sa mère. Hein. Bah, Louise Bourgeois, c'est une œuvre totalement sexuelle qui a, en plus, c'est une femme extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer avec ma mère et qui est, en fait, son fils est juge à la Cour suprême, c'est-à-dire que ça ratisse très large. Et c'est vrai que les Français ont commencé à récupérer, d'ailleurs le nom est comique, à décider que c'était une artiste française, mais heureusement que les Américains s'en sont occupés parce que c'est une artiste française exportée. Il y a Chris Burden qui est pas très connu. Chris Burden, mais lui, il y a beaucoup de choses à dire, hein, parce que lui, effectivement, dans le genre provocation, genre je vais faire des trucs épouvantables, inclassables pour qu'on parle de moi, il se pose là. Alors lui, il a commencé avec des performances assez exagérées, genre tirer sur un 747 qui décolle de Los Angeles Airport, genre se faire tirer dans le bras par un de ses meilleurs amis. Enfin bon, il y a eu un moment comme ça très... Et ensuite, il s'est mis à faire des œuvres, dont l'œuvre qui est illustrée dans le livre, qui est cette œuvre sublime, qui est ce rouleau compresseur qui pèse 40 tonnes. Et donc, vous avez le type qui est au volant du rouleau compresseur. Le truc se met à tourner doucement avec le moteur du rouleau compresseur. Et comme il y a un espèce de bras qui compense, du coup, vous avez le mec qui éteint le moteur. Et là, vous avez ce rouleau compresseur qui s'envole. Et vous entendez que le bruit du vent. C'est sublime. Il a fait des œuvres extraordinaires. Moi, je suis allé chez lui. Il était marié avec une femme artiste extraordinaire. Il avait posé un avion qui avait fait semblant de se cracher sur le toit de leur maison. Et il a fait cette œuvre inouïe qui est l'inventaire de tous les tableaux de guerre américains en balsa, ou de faire ces espèces de formes complètement difformes avec des trains électriques. Enfin, c'est un type fantastique. Autre grand imaginatif, c'est Wim Delvoye. Alors, son amour des cochons est légendaire, bien entendu. Vous avez représenté le cochon, vous auriez pu représenter la machine à caca, qui est assez... Ouais, mais la machine à caca est moins photogénique. Oui, mais elle est quand même très représentative. Caca, c'est le summum. Elle est très représentative de l'œuvre de Wim Delvoye, puisqu'il est arrivé à faire une machine, on lui fait rentrer un repas et au bout de quelques heures, il en sort du caca. Voilà. Vous mettez le steak tartare à gauche et à droite sort le gros étron au bout du temps qui est quasiment celui de la digestion humaine. Ouais. Mais il y a aussi des artistes plus classiques comme le peintre britannique Lucian Freud, le petit-fils de Sigmund. Voilà un type qui est un peintre des plus classiques, hein. Peintre figuratif, rien à voir avec l'art contemporain. Hein. Ah non, non, là on est dans la grande peinture anglaise, c'est-à-dire que c'est comme Francis Bacon, quoi. D'ailleurs, ils ont collaboré, c'est des immenses peintres. Et là où la chose est aussi folle, et c'est quand même bien de le dire, c'est qu'un type comme Francis Bacon, il a été super cher à la première seconde. C'est-à-dire que c'est là que l'art est une chose folle, parce que quand des gens ont la naïveté de vous demander des conseils, il n'y a aucune règle et en même temps toutes les routes mènent à Rome. C'est-à-dire que on ne peut rien conseiller à personne pour devenir artiste et
Et lui, c'est assez fantastique quand on a un background qui est quand même, on peut dire, du super lourd, euh, d'arriver à trouver un langage. Et Gilbert and George, eux aussi sont assez connus. On les voit toujours dans les mêmes costumes de représentants de commerce. Alors, Ouais, ouais. leur spécificité, c'est quoi leur art à eux? L'art de Gilbert and George. Ben alors, c'est-à-dire que leur art du début était une espèce de nouvelle piste, et ensuite c'est devenu comme plein d'artistes quand ils font quelque chose. Et c'est pour ça que les artistes, il y a deux catégories. Il y a ceux qui font quelque chose qui tout à coup se met soudainement à marcher et qui sont prêts à arrêter ça pour continuer leur projet au lieu de devenir une espèce de factory à œuvre que les gens aiment. Eux, malheureusement, ils sont plutôt dans la catégorie de ceux qui ont beaucoup répété ce qu'ils avaient fait au début. Il y a Edward Hopper, que les Français adorent, parce que c'est toute une image un peu nostalgique de l'Amérique. Edward Hopper, vous dites que pour le comprendre, il faut savoir d'abord qu'il a vécu à Paris et que quand il est revenu aux États-Unis, ça a été pénible pour lui. Deuxièmement, qu'il détestait son métier d'illustrateur. Et troisièmement, qu'il avait une femme infecte, très antipathique, très Un insupportable. vrai bon artiste. Le vrai bon artiste. Le type qui se plante sur tout sauf sur son travail. Oui, mais au fond... Il n'est pas très bon en femme, il n'est pas très bon en illustration, mais c'est un génie de la peinture. Mais il n'était pas très bon peintre non plus, d'ailleurs. Hein. À la fin, ça donne des toiles très intéressantes, mais c'est pas un très bon peintre. Non, c'est pas un très bon peintre, mais c'est un très bon transcripteur d'ambiance. C'est-à-dire que la glauquitude du bar, elle est absolument sincère et très bien reproduite. Ça s'appelle Quelle mouche l'a piqué. C'est le nouveau livre de Cyril Putman qui vient de paraître chez Flammarion. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie tous les trois et merci de nous avoir suivis par la même occasion. Et rendez-vous au prochain numéro.